Bon, alors, les 5 minutes ne sont pas encore écoulées, mais les, euh, les entrées dans la formation sont assez stables, donc je pense qu'on peut y aller, commencer la séance. Je vais simplement euh, partager là, la présentation. D'accord. Donc, j'imagine que là, vous voyez la présentation. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer vocalement? Oui, Parfait. la voix. Parfait. Oui, on Donc, la voit. merci. Donc aujourd'hui, la séance va porter sur la résidence temporaire et plus spécifiquement sur le permis de travail. On ne fera pas le tour de tout ce qui est la résidence temporaire parce que ça englobe vraiment beaucoup de choses, mais on va se concentrer quand même sur le permis de travail et sur les principales notions qui nous permettent d'accompagner adéquatement les travailleurs étrangers temporaires qui viennent vers nous ou qui viennent vers vous, justement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se familiariser avec ce qu'est la résidence temporaire, pourquoi elle existe, disons-le comme ça, et c'est quoi les tenants et aboutissants du statut de travailleur, donc en vertu d'un permis de travail. C'est quoi les conditions qui sont rattachées à ces permis-là, que ce soit permis de travail ouvert ou permis de travail fermé, et les démarches à entreprendre là, quand surviennent des changements dans la situation d'un travailleur ou des changements même au sein de l'entreprise, de l'employeur. Donc ça nous va nous permettre d'aborder les questions du statut conservé et aussi l'autorisation intérimaire de travailler selon ce qui sera nécessaire pour le travailleur. Donc, à l'issue de la formation, l'objectif, c'est qu'on place mieux en contexte là, les enjeux qui sont formulés par les travailleurs pour pouvoir les guider adéquatement. Donc, d'abord, qu'est-ce que la résidence permanente, temporaire, pardon, c'est justement un lapsus, c'est complètement euh, en le contraire de ce qui est la résidence permanente, là, via laquelle les personnes peuvent s'installer au Québec et au Canada de façon permanente jusqu'à ce qu'ils fassent des démarches pour obtenir la citoyenneté. Donc, la résidence temporaire, elle, comme l'indique son nom, confère un statut temporaire valide pour une période limitée. Donc, elle englobe différentes catégories. Le visa visiteur, le permis d'études et le permis de travail. Chacune de ces catégories-là comporte ses propres exigences. Et en fait, euh, quand on va seulement dans la catégorie des permis de travail, dans les permis de travail, il y a aussi plusieurs, ce qu'on pourrait appeler sous-catégories, qui ont elles aussi chacune leurs exigences propres. Donc, si on fait une demande de permis de travail en vertu du PTET ou en vertu du programme de mobilité internationale, par exemple, les exigences ne seront pas les mêmes. Et même dans le programme de mobilité internationale, il y a différents types de permis, que ce soit fermés ou ouverts, et chacune de ces sous-catégories-là a vraiment ses exigences propres. Donc, il faut vraiment aller consulter si on veut savoir est-ce que c'est possible pour un travailleur ou autre personne de faire telle ou telle demande, mais il faut vraiment aller vérifier les critères d'admissibilité qu'on ne connaît pas toutes par cœur nécessairement, là, selon celles qu'on utilise les plus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, voilà, chaque catégorie a ses propres exigences, mais ce qu'il y a en commun à ces différentes catégories-là de résidence temporaire, c'est que, bon, évidemment, le demandeur doit démontrer qu'il satisfait aux exigences de la catégorie et du programme spécifique OK, duquel il envisage, en vertu de laquelle il envisage de faire sa demande. Mais ce qui est commun aussi à toutes ces résidences temporaires-là, c'est que le demandeur doit démontrer, convaincre l'agent qu'il a l'intention de quitter le Canada à la fin de la période autorisée. Euh, donc ça, évidemment, la personne, il existe différents, euh, disons, mécanismes, différents programmes via lesquels le travailleur peut, par exemple, demander
une prolongation de son statut temporaire, par exemple la prolongation du permis de travail, pour ultimement accéder à la résidence permanente. Ce n'est pas interdit par la loi et le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, mais c'est ce qu'on appelle disons, la double intention. Là, on peut avoir l'intention ultérieurement de demander une résidence permanente, mais lorsque la personne fait une demande de résidence temporaire, elle doit démontrer que son intention, elle est temporaire et qu'elle quittera effectivement le Canada à la fin de la période autorisée. Donc, ces deux éléments-là, le fait que le demandeur, à chaque demande qu'il fait, doit satisfaire aux exigences de la catégorie du programme spécifique et doit convaincre qu'il va quitter le Canada à la fin de la période autorisée, ça nous indique là, que, en fait, en vertu seulement de la loi et du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, il n'existe pas d'obligation de la part de l'employeur à renouveler des autorisations, donc que ce soit EIMT, CAQ, bon, CAQ c'est provincial, mais EIMT, permis de travail, et il n'y a pas non plus de garantie que la personne pourra se voir renouveler un statut de résident temporaire. Donc, on pourra voir tantôt, je dis il n'y a pas de garantie parce que ça dépend toujours si, au moment où il soumet cette nouvelle demande-là, il va satisfaire aux exigences de la catégorie envisagée. Donc, ça n'enlève pas, ça c'est vraiment, je mettais en gras vraiment que ça c'est en vertu de la loi et du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Évidemment, en matière de droit du travail, l'employeur pourrait, disons, devoir, disons-le comme ça, renouveler un contrat de travail. Mais là, on parle au niveau de la loi sur l'immigration, à strictement parler. Alors, tout d'abord, comme je disais, on va se concentrer, on va laisser de côté là, la résidence temporaire pour ce qui est du visa visiteur et permis d'études. Ça ne fera pas l'objet de la présente présentation. On va se concentrer. Il y avait une question? Donc, on va d'abord le permis de travail lié à un employeur donné. Le permis de travail lié à un employeur donné qu'on appelle communément le permis de travail fermé. Donc, je vais expliquer grosso modo ce qui est, disons, pris en considération pour l'obtention de ce statut-là. Comme ça met en contexte après les doléances qu'on peut recevoir soit de la part de l'employeur, de la part du travailleur, etc. Donc, on a d'un côté le programme des travailleurs étrangers temporaires avec lequel on est, je crois, le plus familier. Ce programme-là, il englobe les volets comme le PTAS, le volet agricole, bas salaire, haut salaire, aussi les soins à domicile, mais nous, de notre côté, on n'en voit pas beaucoup. Là. Je ne sais pas si de votre côté, vous recevez beaucoup de travailleurs qui sont dans ce volet-là. Donc, le programme de travail temporaire PTET, ça englobe tout ce qui, toutes les demandes là, qui nécessitent une évaluation de l'impact sur le marché du travail, EIMT. Donc, quand on va commencer cette démarche-là, ça va être la première étape, la demande d'EIMT. Et là, qu'est-ce qui va être pris en considération à cette étape-ci? C'est le réel besoin de l'entreprise d'avoir recours au recrutement international pour maintenir ses activités ou accroître sa production. Bref, gérer son entreprise finalement. Donc, on va aussi évaluer à savoir si l'entreprise a les moyens aussi de recruter des travailleurs et de les rémunérer au même titre que les autres travailleurs dans l'entreprise. Donc, ce qui est pris en considération à ce stade-ci, c'est vraiment la nécessité, la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là, dans cette région-là. Il y a une démonstration qui devrait être faite à cet effet-là. Donc, quand je parlais tantôt qu'il n'y a pas de garantie qu'on puisse renouveler tout le temps un statut temporaire, ben ça pourrait être un des facteurs qui nous
nous causent problème ou qui nous posent un obstacle, parce que c'est éventuellement, par exemple, les taux de chômage augmentent énormément, qu'il n'y a aucune... que le taux de chômage baisse énormément, non, augmente. En tout cas, si la pénurie de main-d'œuvre s'estompe complètement, que même la main-d'œuvre canadienne ne peut difficilement accéder au marché du travail, alors là, c'est sûr que ce serait plus difficile d'obtenir un EIMT sur la base de la pénurie de main-d'œuvre. Dans un deuxième temps, on évalue, donc d'une part, vraiment, il y a la pénurie de travailleurs et la nécessité d'aller recruter à l'étranger. En deuxième temps, mais qui se fait quand même en parallèle avec l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, c'est le certificat d'acceptation du Québec pour le travailleur. Et donc, à ce moment, dans le cadre de cette étape-là, on évalue la capacité du travailleur recruté pour effectuer, pour occuper le poste annoncé. Donc, on va évaluer ça de façon concrète, vraiment, à l'aide des expériences, en fait, à l'aide des études passées du travailleur et des expériences professionnelles antérieures, avec documents justificatifs à l'appui. Donc, il faudra vraiment démontrer que le travailleur a les compétences et l'expérience nécessaires pour occuper le poste. Et avec ces deux premières étapes-là de compléter, avec les autorisations obtenues, donc IMT-CAQ, on pourra faire la demande de permis de travail. À cette étape-ci, il y a un peu une révision des étapes antérieures, mais l'IRCC ne devrait pas trop empiéter sur ces premières étapes-là. Ce sera plus au niveau du permis de travail, ce sera plus l'évaluation à savoir est-ce que ce travailleur-là pose un danger pour la sécurité publique, là, donc au niveau de la santé, au niveau des antécédents judiciaires, puis aussi là, le fameux intérêt de résider temporairement au Québec, là, à voir est-ce que le travailleur a réellement l'intention de venir ici de façon temporaire et de respecter le délai maximal qui lui est octroyé pour son séjour au Canada. Quand on va de l'autre côté au niveau du programme de mobilité internationale, c'est autre chose qui est pris en considération. Ce programme-là, quand on parle des permis de travail fermés là, qui sont obtenus via le programme de mobilité internationale, mais c'est souvent pour des travailleurs qui viennent de pays avec qui le Canada a des accords de libre-échange. Donc, on voit fréquemment, par exemple, des travailleurs originaires du Chili, du Mexique, Pérou, Colombie. Donc, il y en a d'autres aussi, évidemment, des accords de libre-échange. Mais dans ces accords de libre-échange-là, il y a des clauses spécifiques pour la mobilité internationale. Et c'est en vertu de ça que le travailleur peut obtenir un permis de travail. Donc, c'est dans des postes très spécifiques qui sont prévus dans chacun des accords de libre-échange. On ne fera pas le tour de ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais donc, cette démarche-là, donc, il faut s'assurer d'être admissible à l'un de ces accords-là ou, par exemple, être déjà titulaire d'un CSQ. Ça, c'est une autre façon d'accéder à un permis de travail via le PMI. Donc, dans une première étape, l'employeur va devoir présenter et faire valider une offre d'emploi sur le portail des employeurs en payant des frais de conformité aussi. Et à l'obtention du numéro d'offre d'emploi, le travailleur pourra faire sa demande de permis de travail. Et là, vous voyez au milieu, bien, tout ça est lié à la classification nationale des professions. Donc, la classification nationale des professions, bon, je pense que le terme est assez clair, mais ça regroupe vraiment toutes les professions qui existent, les métiers, les postes, disons-le comme on veut. Et ça les classe par niveau FEER. Donc, disons, les 0, 1, 2, 3 sont les plus qualifiés. Donc, 3 moins qualifiés de ceux-là et 0, c'est les plus qualifiés. Et il y a les postes 4 et 5 qui sont les moins qualifiés, donc qui ne requièrent pas habituellement d'études préalables à l'emploi. Donc, c'est classifié comme ça et vraiment quand c'est vraiment
le noyau, vraiment dans ces deux, indépendamment qu'on soit au niveau du PTET ou dans le PMI, on se réfère toujours à la classification nationale des professions pour justement s'assurer que le travailleur, il est compétent pour le poste visé. Donc, c'est ça que les autorités vont évaluer, que les instances vont évaluer pour octroyer les CAQ, éventuellement le permis de travail, parce que chaque code CNP est lié à un poste, évidemment, est lié aussi, ce poste contient une liste de tâches euh, qui sont, qui sont rattachées à ce poste-là. Et il y a aussi dans le bas, en fait, toutes les exigences pour accéder à ce poste-là. Euh, donc, si on prend, par exemple, le poste, on peut avoir un travailleur qui, par exemple, aurait voulu occuper un poste de cuisinier, mais à qui l'employeur a offert plutôt un poste d'aide cuisinier. Euh, Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qu'on peut nous recevoir là, comme doléances, par exemple, de la part des travailleurs. Euh, Ça peut être parce que, évidemment, l'employeur n'avait pas besoin de cuisinier à ce moment-là, mais plutôt d'aide cuisinier, d'aide de cuisine, en fait. Mais ça peut être aussi une question d'exigence en vertu de la classification nationale des professions. Par exemple, l'aide de cuisine est d'un niveau faire 5, ne nécessite pas d'études préalables pour le poste, simplement une formation en lieu de travail. Et donc, si la personne en question n'a pas d'études en cuisine ou d'expérience suffisante pour pouvoir entrer dans le code CNP de cuisinier, qui lui est un faire 3, ben, il n'y aura pas vraiment le choix. Donc, ce ne sera pas nécessairement un choix que l'employeur aura dans ce cas-là, euh, mais plutôt dû au fait des limitations qui sont, disons, imposées là, par le marché du travail, mais aussi dans ce cas-ci, les limites qui sont imposées euh, dans le cadre du PTET et du PMI. Donc, on ne peut pas recruter n'importe qui pour n'importe quel poste. Il faut toujours se référer à la classification nationale des professions. Et il faudra toujours aussi se référer à la classification nationale des professions pour vérifier si les tâches qui sont exigées, qui sont demandées aux travailleurs euh, sont des tâches qui devraient normalement être faites par ce travailleur-là ou non. Donc, à savoir, est-ce que l'employeur respecte euh, ces exigences de conformité là, dans le PTET et dans le PMI, bien, on se référera aussi à la classification nationale des professions. Donc, si on revient à l'exemple de cuisinier, bien, le cuisinier, bon, c'est un exemple que je donne parfois qui est un peu, euh, bon, pas idéal, disons, mais le cuisinier en tant que tel ne devrait pas avoir comme tâche de faire l'entretien de la salle à manger et des salles de bain du restaurant, par exemple. C'est pas inclus du tout dans la liste qui est quand même qui est totalement exhaustive là, de ce qu'on pourrait exiger d'un cuisinier. L'aide de cuisine non plus d'ailleurs, là, au niveau des salles de bain, là. Euh, donc, ça, c'est pour mettre l'importance sur la CNP. Donc, là, j'ai abordé brièvement la question des exigences de conformité de l'employeur, mais je ne vais pas abonder en ce sens, je ne vais pas me déployer plus sur ce sujet-là parce qu'on a déjà eu une séance de formation sur la conformité là, dans le PTET et le PMI. Vous pourrez aller la visionner là, si jamais vous aviez manqué cette séance-là. Euh, donc, le permis de travail fermé ou le permis de travail lié à un employeur donné comporte des conditions très strictes et précises que le travailleur doit s'assurer de respecter. Bien entendu, l'employeur a une part de responsabilité. L'employeur, de son côté, doit respecter le IMT qui lui a été octroyé par EDSC et doit ou respecter l'offre d'emploi qu'il avait mise sur le portail de l'employeur s'il a passé par le PMI. Mais c'est vraiment la responsabilité du travailleur de s'assurer qu'il respecte les conditions indiquées sur son permis de travail. Donc, il faut vraiment qu'il s'assure qu'il travaille pour le bon employeur,
sur le bon lieu de travail. Ça, l'employeur, bon, habituellement, oui, les gens travaillent pour le bon employeur. Là, c'est quand même rare qu'on reçoive des travailleurs qui ne travaillent même pas pour le bon employeur. Mais le lieu de travail, ça arrive quand même souvent que, par exemple, l'employeur avait prévu que le travailleur allait travailler, je sais pas, Chibougamau, et finalement, il se retrouve à travailler à Québec ou à Montréal. Ça peut sembler anodin, c'est juste quelques mots sur le permis, mais c'est quand même c'est un non-respect d'une des conditions sur le permis de travail et c'est important. Ceci étant dit, sur le permis de travail, la plupart du temps, malheureusement, là, les agents mettent seulement le lieu principal de travail. Parfois, certains mettent dans les remarques tout en bas du permis de travail que le travailleur peut travailler dans tous les lieux indiqués sur le IMT, mais n'indique pas quels sont ces lieux. Donc, il faut vraiment se référer à l'IMT de préférence pour être certain qu'un travailleur peut ou non travailler dans une autre ville que ce qui est indiqué sur le permis de travail. Parce que sur le IMT, il peut y avoir plus qu'un lieu de travail de prévu. Donc, on pourrait effectivement indiquer là, travailler partout à travers le Québec ou travailler dans les bureaux de Montréal, Québec, Chibougamau, peu importe. Ça peut être prévu sur le IMT, mais ça ne va pas nécessairement se refléter sur le permis de travail. Donc, il faudrait vérifier ça si vous avez un travailleur qui se demande justement s'il peut travailler à un endroit différent que ce qui est sur le permis de travail. Il faudrait faire la vérification sur le IMT s'il est dans le PTET, mais s'il est dans le PMI, il faudrait se référer à l'offre d'emploi, parce que cette offre d'emploi-là c'est ça qui doit être respecté, qui fait un peu office de EIMT là, dans l'autre programme. Évidemment, le travailleur, comme on disait tantôt, c'est vraiment important qu'il respecte la durée de la période de travail autorisée au Canada. S'il dépasse la durée de travail autorisée, bon, il tombe, disons, sans statut, et il aura un délai de 90 jours après pour demander un rétablissement de statut en plus de la démarche de base, là, donc permis de travail ou permis d'études. Donc, c'est vraiment une situation dans laquelle on ne veut pas du tout arriver. C'est plus, complexe comme demande, c'est plus long. Et pour le travailleur, ça implique une situation de plus grande précarité et vulnérabilité. Et finalement, évidemment, le travailleur doit aussi s'assurer qu'il respecte le poste indiqué sur le permis. Donc, et donc, les tâches qu'il fait sont aussi celles qui sont rattachées au code CNP de son poste, comme on mentionnait tantôt, d'où l'importance de connaître l'existence de la classification nationale des professions pour pouvoir valider ça avec un travailleur. Donc, voilà, le permis de travail fermé permet au travailleur, ça ne sera pas une grosse surprise, mais lui permet de travailler et lui permet de travailler pour un employeur donné. Par contre, certains travailleurs ont la possibilité, pour un temps limité, d'étudier sans avoir à demander un permis d'études. Donc, ça se peut que vous ayez il se peut que vous ayez des travailleurs qui vous questionnent par rapport à ça. Donc, si vous avez des doutes, évidemment, vous pouvez communiquer avec nous. Mais en gros, en fait, ça, c'est en vertu d'une politique d'intérêt public. Elle prendra fin le 27 juin 2026. Donc, et en fait, le critère d'admissibilité, là, c'est que le travailleur euh, doit avoir un permis de travail qui est valide, qui est valide présentement, puis qui a été délivré le 7 juin 2023 ou avant cette date-là. Euh, ou, disons, un travailleur qui a fait une demande de prolongation et dont la lettre l'autorisant à travailler pendant le traitement de sa demande de prolongation de permis de travail est datée du 7 juin 2023 ou avant cette date. Donc, disons qu'un travailleur qui arriverait maintenant ne serait pas admissible à cette politique d'intérêt public, ne pourrait pas étudier sans permis d'études. Mais pour les travailleurs que vous pourriez rencontrer et qui ont obtenu leurs autorisations avant le 7 juin 2023, pourraient être admissibles, en fait, sont admissibles pour étudier jusqu'à la date d'expiration, jusqu'à la première de ces dates-ci, donc la date d'expiration du permis de travail ou de la prolongation de ce permis de travail-là,
ou maximum à la fin de la politique d'intérêt public que je vous disais le 27 juin 2026. Donc, si la personne a entamé une formation qu'elle ne peut pas compléter d'ici à ces dates-là, ben là, il va devoir demander un permis d'études pour pouvoir compléter sa formation et là, s'assurer de remplir les exigences pour cette démarche-là spécifiquement, qui est la demande de permis d'études. Donc, c'est très limité, là, comme je vous disais tantôt, les nouveaux travailleurs là, qui arrivent présentement ne sont pas admissibles à cette politique-là, malheureusement. Alors, ensuite, on a le permis, on vient de finir ce qui est permis de travail fermé. On a aussi le permis de travail ouvert. Comme je le mentionne quand même fréquemment, je pense, oui, il est possible d'obtenir un permis de travail ouvert, mais c'est dans quelques circonstances précises seulement. La règle, c'est vraiment le permis de travail fermé. L'exception, c'est le permis de travail ouvert. Quelques exemples là, qui sont les plus euh, susceptibles de se présenter pour pour un travailleur étranger temporaire. Bon, il y a le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables avec lequel vous êtes assez familier, je pense. Ensuite, il y a le permis de travail ouvert transitoire pour les demandeurs de résidence permanente dans la catégorie de l'immigration économique. Donc, ça, c'est pour les personnes qui auraient déjà franchi une certaine étape dans la demande de résidence permanente là, rendue au niveau fédéral. Ils peuvent demander, au lieu d'avoir à renouveler, par exemple, un permis de travail fermé, ils pourraient, s'ils sont rendus à cette étape-là, demander un permis de travail ouvert transitoire. Euh, et il y a aussi les permis de travail pour les membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires. Ça ne s'applique pas pour tous les membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires. Il y a certaines exceptions encore à ce jour, là, malheureusement, mais il y a quand même cette possibilité-là pour certains des membres de la famille. Donc, euh, le, le désavantage du permis de travail ouvert, c'est qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut demander un permis de travail ouvert. L'avantage, c'est qu'il ne comporte pas les conditions mentionnées précédemment. Donc, il pourrait y avoir des conditions quand, euh, quant à des emplois qui comportent des soins à des personnes âgées en milieu hospitalier ou le travail auprès d'enfants pour les personnes qui auraient eu des enjeux au niveau de leurs examens médicaux. On n'entre pas là-dedans. Mais mis à part ça, habituellement, les permis de travail ouverts euh, sont très ouverts, justement, n'ont pas de conditions très strictes là, comme le permis de travail fermé. Il permet d'aller travailler dans différents postes, à condition d'être évidemment qualifié pour ce poste-là. Euh, pour l'employeur. Vraiment, il n'y aura pas d'évaluation pour le permis de travail ouvert de la compétence du travailleur pour occuper le poste. C'est vraiment, ça va se situer au niveau du recrutement par l'employeur, là, cette évaluation-là. Donc, vraiment, le travailleur pourrait aller travailler dans n'importe quel poste pour n'importe quelle entreprise. Par contre, le seul bémol que j'apporterais, c'est que si on est dans le cas du permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, par exemple, si on a un travailleur qui, lui, là, je fais un petit cycle ici, là, le cycle du permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. On a un travailleur qui avait un permis de travail fermé pour un employeur donné, qui a été victime d'abus ou d'inconformité dans le cadre de cet emploi-là, a obtenu donc un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables et avec ce permis-là ouvert, pourra trouver un nouvel emploi. Mais comme on sait, le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables est seulement valide pour une durée de 12 mois maximum et n'est pas renouvelable, sauf si le travailleur est encore victime d'abus, de violences dans son milieu de travail. Ce qu'on ne souhaite pas que ça se reproduise là, plusieurs fois pour une même personne, évidemment. Donc, a priori, c'est un permis qui est pour 12 mois maximum, qui est non renouvelable. Donc, ça pourrait être vraiment judicieux pour le travailleur qui a un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables dans sa recherche d'un nouvel emploi, de prendre en considération là, le poste avec lequel il pourrait demander un permis de travail fermé après. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'avoir toujours en tête la CNP, par exemple. Ben, si le travailleur va occuper un nouvel emploi, ben, il doit s'assurer que
ben, il sera, qui est vraiment évidemment compétent pour faire ce poste-là et qu'il a les preuves, les documents justificatifs, parce que ultérieurement, il devra refaire une demande de permis de travail fermé pour un nouvel employeur. S'il veut rester au Canada, là. Donc oui, le travailleur avec un permis de travail ouvert peut occuper différents types de postes pour différents employeurs, mais dans le cas du permis de travail ouvert travailleur vulnérable, ça peut être judicieux de quand même rester là, dans le même type de poste que celui qu'il avait au départ et avec lequel il avait réussi en fait à faire les démarches nécessaires pour le permis de travail fermé. Maintenant, quand il y a des changements de situation, qu'est-ce que le travailleur peut faire? Donc, changement de situation à différents égards. Là, par exemple, pour changer d'emploi ou d'employeur. Donc, on n'abordera pas ici, là, est-ce qu'il peut le faire en vertu de son contrat de travail? Est-ce que son contrat de travail est à durée déterminée, à durée indéterminée? On n'entrera pas dans ça aujourd'hui, mais en matière d'immigration, le travailleur peut effectivement changer d'emploi et même d'aller vers un nouvel employeur. L'employeur ne peut pas faire de représailles contre un travailleur qui ferait ça, qui changerait d'emploi et d'employeur. Et aussi, contrairement à quelque chose que j'entends quand même souvent là, de la part des travailleurs, c'est en fait, les travailleurs nous disent, ben, mon employeur me donne la permission d'ouvrir mon contrat, d'ouvrir mon permis, d'aller chercher un autre permis. Mais en fait, l'employeur, il n'a pas à donner une permission quelconque là, pour que le travailleur change d'emploi, euh, ben, change d'employeur. Parce que s'il change d'emploi dans une même entreprise, ce ne sera pas problématique. Mais s'il décide d'aller chercher un autre emploi ailleurs, le travailleur n'a pas besoin d'un consentement de la part de l'employeur à cet effet-là sur le plan de l'immigration et des démarches d'immigration que le travailleur doit faire. C'est vraiment le travailleur qui va entreprendre les démarches qu'il doit faire par lui-même. Donc, pour changer d'emploi, donc oui, le travailleur peut changer de poste mais rester chez le même employeur ou changer de poste et d'employeur, mais évidemment, ça implique d'obtenir de nouvelles autorisations. Donc, dans la plupart des cas, donc si on est dans le PTET, bien, ça va exiger de faire une nouvelle demande de IMT et de CAQ. Si on est dans le programme de mobilité internationale, bien, il faudra voir si on est toujours admissible là, en vertu des différents accords de libre-échange ou pas. Puis il faudra avoir une offre d'emploi qui est validée sur le portail de l'employeur, encore une fois, de la même façon que ça avait été fait la première fois. Donc, il faut repasser par ce même processus-là. Et à la réception du nouvel IMT et du CAQ, pardon, là, il pourra, une demande de permis de travail fermé, une nouvelle demande de permis de travail fermé pourra être faite pour ce nouvel emploi-là ou le nouvel employeur. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va. Pour l'instant, en tout cas, on bénéficie d'une politique d'intérêt public qui nous permet de demander une autorisation intérimaire de travailler. Parce que une fois qu'on soumet la demande de permis de travail fermé, euh, on a pour changer de poste ou d'employeur, euh, on ne pourra pas tout de suite le travailleur ne va pas pouvoir tout de suite changer de poste ou d'employeur. Il devra attendre en temps normal, là, si on n'avait pas cette politique d'intérêt public-là, en temps normal, suite au dépôt de sa demande de permis de travail fermé, il devrait attendre jusqu'à l'obtention de ce nouveau permis-là pour travailler selon les nouvelles conditions. Donc, par exemple, je peux avoir un travailleur qui est dans une entreprise X et qui occupe le poste d'aide cuisinier. Et là, justement, il a fait une petite formation, il a acquis de l'expérience et tout. Son employeur voudrait le promouvoir au poste de cuisinier. Est-ce qu'il peut le faire simplement comme ça en lui disant, mais dorénavant, tu seras cuisinier, on va signer un nouveau contrat
pour ce nouveau poste-là? Eh bien, non. En fait, même s'il est au sein d'un même employeur, c'est un changement de poste. Et donc, l'employeur devra demander un nouvel EIMT, il faudra un nouveau CAQ, puis ensuite faire une nouvelle demande de permis de travail fermé et attendre l'obtention de ce nouveau permis de travail fermé-là pour euh, vraiment concrétiser là, la promotion, donc passer d'être cuisinier à cuisinier. Heureusement, maintenant, on peut faire une demande d'autorisation intérimaire de travailler. Dès qu'on a soumis une demande de permis de travail, on peut faire cette demande d'autorisation-là et elle est traitée dans un délai habituellement de 10 à 15 jours. Mais donc, le travailleur devra attendre d'obtenir cette autorisation-là pour travailler selon les nouvelles conditions ou sinon ben, le nouveau permis de travail fermé. Donc, ça, c'est quand on est au sein d'un même employeur, mais ce sera un peu le même principe si le travailleur change non seulement de poste, mais aussi d'employeur. Bien, il va suivre aussi ce même parcours-là, devra obtenir de nouvelles autorisations pour cette nouvelle opportunité d'emploi. Je vais juste... OK. Donc, c'est un peu... toutefois, on est dans un contexte un peu différent si le travailleur veut simplement prolonger son permis de travail avant son expiration. Donc, on peut c'est le cas d'un travailleur qui serait euh, travaillerait au sein d'une entreprise depuis 1 ou 2 ans, là, conformément à son permis de travail initial, et qui voudrait, bon, dont l'employeur veut renouveler le contrat de travail et donc, du coup, renouveler les autorisations requises là, au niveau de l'immigration. Donc, euh, pour... Alors là, on parle d'une prolongation, ce n'est pas un changement de poste d'employeur, c'est vraiment une prolongation du permis de travail initial. C'est extrêmement important de le faire avant l'expiration du permis de travail. Donc, on va expliquer pourquoi. Donc, le parcours sera un peu le même que celui qui a été présenté précédemment. Donc, on va encore avoir une demande de IMT ou une offre d'emploi sur le portail de l'employeur dans le cas du PMI. Ensuite, on obtient le IMT et le CAQ. Et avec ces autorisations-là, on dépose la demande de prolongation du permis de travail fermé avant l'expiration du permis de travail fermé. C'est très, très, très important. Et très important aussi de savoir que ce n'est pas avant minuit. Les demandes sont faites en ligne maintenant et donc la soumission, le moment de soumission est régi par leur standard, là, l'heure internationale. Donc, ça correspond à 7 ou 8 heures du soir ici, dépendamment de nos saisons. Donc, c'est à faire attention. Là, s'il y a un travailleur qui dit, ah, ben, j'ai le temps de faire mes renouvellements ce soir en revenant du travail, ben non, c'est pas jusqu'à minuit. Donc, très important de le faire avant l'expiration du permis de travail parce que si le travailleur fait disons que le permis expire là, ce soir. S'il fait maintenant sa demande de prolongation, même si son permis expire, il pourra bénéficier de ce qu'on appelle le statut conservé et ce jusqu'à l'obtention de son nouveau permis de travail fermé. Donc, vous comprendrez que si le travailleur ne fait pas la demande avant l'expiration de son permis actuel, il ne pourra pas bénéficier de ce statut-là. Ce qui veut dire qu'il devra arrêter, en fait, il devra faire une demande de rétablissement de statut, ce qui a un coût additionnel, ce qui est plus long aussi à traiter que la simple demande de prolongation de permis de travail et en fait, c'est un peu périlleux comme demande. Il y a encore moins de garanties de l'obtenir. Et en plus, le plus dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de travailler en attendant la décision. Donc, déjà que l'obtention d'un nouveau permis de travail fermé, là, ça peut prendre 4, 5, 6 mois. Quand on a un statut conservé, ben, on n'en subit pas trop les conséquences parce qu'on peut continuer à travailler en attendant le nouveau permis de travail fermé. Mais si on est en rétablissement de statut, qui entraîne un délai encore plus long et que pendant ce temps-là, on ne peut pas travailler, évidemment, pour le travailleur, c'est un impact immense.
et ben, l'employeur ne peut pas faire travailler le travailleur, donc il se pourrait qu'il soit un peu mécontent là, de cette situation-là. Euh, Toutefois, même pour le travailleur là, qui a un statut conservé, il y a deux choses à faire attention si le travailleur compte faire des séjours hors Canada pendant le processus de prolongation du permis de travail ou suite à ce processus-là. La première chose à laquelle il doit faire attention, c'est que euh, quand le travailleur vient initialement au Canada et qu'il a besoin d'un visa pour le faire, ben, avant qu'ils viennent, les autorités apposent un visa dans le passeport, par exemple, du travailleur, et qui atteste qu'il peut bon, monter à bord de l'avion et puis se rendre jusqu'au Canada. Et c'est une fois au Canada qu'on émet le permis de travail, là, le fameux permis qu'on connaît. Quand la personne fait une demande de prolongation, elle ne suit pas ce même processus-là. Donc, elle est ici au Canada, elle fait une demande de prolongation en ligne, mais elle ne se verra pas émettre un visa dans son passeport. Donc, le travailleur devra faire attention de vérifier là, est-ce qu'il a besoin, s'il a besoin juste d'un AVE, ben, est-ce que son AVE est encore valide? S'il a besoin d'un visa, est-ce que son visa dans son passeport était pour entrée simple ou multiple. Si c'était pour entrée simple, là, il est déjà rentré une fois avec, il ne pourra plus l'utiliser. Si c'est multiple, ça va, mais encore faut-il s'assurer qu'il est encore valide. Sinon, il devra s'assurer de faire une demande de visa de résident temporaire pour pouvoir rentrer au Canada. Sortir du Canada, c'est relativement facile. C'est plutôt rentrer parfois qui cause des problèmes. Donc, pour pouvoir rentrer, il faudra un visa de résident temporaire si jamais l'ancien visa est, est expiré. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive aux personnes, qui risque d'arriver aux travailleurs qui, justement, prolongent leur permis à partir du Canada. Euh, c'est pas le cas pour les autres, par exemple, qui changeraient euh, de, de poste ou d'employeur pendant la validité de leur premier permis de travail, là, quoiqu'il faudrait toujours vérifier effectivement la validité d'un visa dans le passeport. Autre chose aussi, c'est que si le travailleur ne devrait pas sortir du Canada et rentrer par la suite, si son permis, s'il a déjà fait sa demande de prolongation, mais que là, après, son permis a expiré, mais qu'il n'a pas encore obtenu l'approbation du nouveau permis de travail. Cela aurait comme effet de couper, en fait, d'interrompre le statut conservé. Donc, ce qui arrivera, c'est qu'il va pouvoir sortir sans problème, mais à sa rentrée au Canada, le travailleur va se voir émettre un statut de visiteur, en fait. Et le statut conservé va être totalement rompu. Et donc, le travailleur ne pourra pas travailler tant et aussi longtemps qu'il ne recevra pas son nouveau permis de travail fermé. Donc, ça peut être quand même quelques mois, là, dépendamment euh, voilà, d'à quel moment la personne s'absente du Canada. Donc, on voit souvent justement que les personnes, au moment de faire prolonger leur permis de travail fermé, ben, l'employeur en profite pour leur octroyer des vacances. Mais c'est à faire attention là, parce que, puis l'employeur ne le fait pas de mauvaise foi, bien évidemment. C'est un peu euh, sans se douter que ça pourrait avoir cet impact-là. Mais il faut faire attention là, d'avoir les autorisations requises et de ne pas faire en sorte d'interrompre le statut conservé, ce qui aurait des conséquences assez dramatiques pour le travailleur et pour l'employeur aussi. Finalement, oui, je pense que c'est fini. Oui. Euh, je voulais faire une petite mise en garde, disons, par rapport au tour du poteau. Donc, qu'est-ce que le tour du poteau? En fait, c'est en fait, de se rendre à la frontière canado-américaine, sortir du Canada, euh, aller jusqu'au poste frontalier américain, revenir, se présenter au poste frontalier canadien et demander, entreprendre une démarche d'immigration à la frontière, littéralement. Donc, demander, par exemple, un nouveau permis de travail,
bon, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, c'est ça qui est demandé là, habituellement, là, c'est de se voir émettre le permis de travail. Donc, de façon plus rapide, disons plus immédiate, bien évidemment, parce qu'on est sur place, de façon plus immédiate que si c'était fait en ligne. Mais en fait, il faut faire vraiment preuve d'une grande prudence là, avant de conseiller un travailleur d'aller faire un tour du poteau. C'est pas quelque chose qui est illégal, c'est quelque chose qui est permis dans certaines, euh, euh, en dedans de certaines limites. Euh, mais personnellement, à titre en tant qu'avocate en immigration, je dirais que ce serait utilisé en dernier recours. Vraiment, si la personne, sans ça, devra faire face à des délais qui vont vraiment être très longs pour elle et qui la mettraient dans une très grande situation de précarité et que là, je m'assure qu'elle soit vraiment bien accompagnée pour faire sa demande via un tour du poteau et que tout se passe bien. Mais ce serait vraiment l'exception en dernier recours. Et d'ailleurs, euh, les autorités gouvernementales demandent à ce que les personnes fassent leur demande d'immigration via les services en ligne et donc restreignent là, petit à petit les possibilités de faire des demandes à la frontière parce que la frontière, c'est pour les personnes qui entrent réellement au Canada là, pour disons, pour une première fois, là, pas pour faire des tours du poteau. Donc, je dis qu'il faut faire preuve d'une grande prudence avant de conseiller les travailleurs à opter pour un tour du poteau au lieu des services en ligne. Euh, D'abord parce qu'il faut s'assurer que c'est possible de faire la demande en question à la frontière. Il y a des demandes qui ne peuvent pas être faites à la frontière. Puis un exemple qui nous concerne beaucoup quand même, parce qu'on en fait souvent des demandes de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, mais la demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables ne peut pas être faite à la frontière. Elle doit absolument être faite en ligne. Donc la personne qui se rendra, qui fera un tour du poteau pour ce type de demande-là, verra sa demande refusée tout simplement. Euh, Ça, c'est un exemple, mais tout ça pour dire qu'il faut quand même vérifier si la demande qu'on veut faire, ben, que le travailleur veut faire, peut être faite à la frontière ou si elle doit être absolument faite en ligne. Depuis peu, aussi, il faut prendre rendez-vous obligatoirement. Avant, certains postes frontaliers avaient des horaires dédiés là, pour les services d'immigration, mais là, maintenant, il faut vraiment prendre rendez-vous avant de se rendre au poste frontalier. Et dernier point auquel il faut faire attention, c'est aussi l'aisance du travailleur à expliquer la situation, à présenter les documents requis, parce qu'il faut quand même présenter sa demande d'immigration, mais au lieu de la présenter en ligne, on la présente à l'agent des services frontaliers qui est sur place. Donc, il faut que le travailleur soit quand même à l'aise de le faire. Bon, il y a peut-être des agents frontaliers qui parlent espagnol de plus en plus, mais en règle générale, ce sera en français ou en anglais. Et aussi en mesure de bien comprendre ce qui se passe parce que, et ça, je fais référence au risque qu'il y a quand on arrive, quand on fait le tour, mais en fait, quand on se fait euh, refuser l'entrée aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'est ça en quoi consiste le tour du poteau. Là, on sort du Canada, on se voit refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'on n'a pas de visa pour les États-Unis et on revient vers le Canada pour rentrer. Donc, il y a quand même bien que c'est permis de le faire, mais il y a un risque si on ne comprend pas bien ce qui se passe à ce moment-là, si la personne n'est pas à l'aise dans cette langue-là, donc là, aux États-Unis, ce sera en anglais, pour, pour voir qu'est-ce qui a été, c'est quoi la décision qui a été rendue par l'agent des services frontaliers aux États-Unis. Parce qu'en effet, quand on arrive au poste frontalier américain, euh, il y a deux options. Soit on- il y aura autorisation de retirer la demande d'entrée aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, c'est comme on a essayé d'entrer, le travailleur a essayé d'entrer aux États-Unis, même s'il n'a pas vraiment essayé de rentrer. Puis, on l'autorisera à retirer sa demande d'entrée aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, il y a un retrait de la demande et c'est pas un rejet. Donc, il y a comme, il y a pas de refus.
Donc, il y a comme, je ne dirais pas qu'il n'y a aucune trace. Il peut y avoir une trace là, dans les systèmes partagés entre les États-Unis et le Canada, mais il n'y a pas de refus. Par contre, et c'est là l'importance que la personne comprenne bien c'est quoi la décision qui a été émise par l'agent, euh, l'agent peut décider d'émettre un refus d'entrée aux États-Unis, puis ne pas donner l'autorisation de retirer cette demande-là. Donc, dans ce cas, euh, il n'y aura pas de conséquences très graves par rapport à ce refus d'entrée aux États-Unis. Toutefois, il faudra que ce refus-là soit déclaré dorénavant dans les démarches d'immigration du travailleur. Donc, dans les demandes là, de prolongation de permis de travail ou de permis d'études, il y a toujours une section où on demande est-ce qu'on vous a déjà refusé l'entrée au Canada ou dans tout autre pays? Ben, cette question-là, le travailleur dorénavant devra cocher oui, puis expliquer qu'il s'est déjà vu refuser l'entrée aux États-Unis, mais il devra avoir bien compris ce qui se passait à ce moment-là, puis la documentation qui a été remise pour le déclarer par la suite. Donc ça, c'est le risque un peu du tour du poteau, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé et le déclarer le cas échéant s'il y a eu un véritable refus d'entrée aux États-Unis. Mais s'il y a eu autorisation de retirer la demande d'entrée aux États-Unis, alors là, il n'y a rien de plus à faire là, dans les demandes subséquentes du travailleur. Donc voilà, il faut s'assurer que la demande peut être présentée en faisant le tour du poteau, s'assurer de prendre un rendez-vous préalablement au voyage vers la frontière et s'assurer que le travailleur est à l'aise pour expliquer sa situation, puis présenter tous les documents requis. Parce que, par exemple, pour un renouvellement, pour un changement d'employeur, un changement de poste, un renouvellement, il ne suffit pas d'aller à la frontière puis de demander un nouveau permis. Évidemment, il faudra avoir obtenu les autorisations nécessaires, donc EIMT, CAQ, puis avoir toute la documentation qu'on aurait habituellement présentée en ligne pour obtenir le nouveau permis de travail. Donc, il faudra que le travailleur amène tout ça avec lui. Donc, c'est une mise en garde que je fais parce que de mon côté, je le réserve pour les situations, disons, exceptionnelles où le travailleur serait plus pénalisé par le service en ligne que le tour du poteau. Donc voilà, on serait rendu à la période de questions.